Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus à ce premier module donc, sur comment financer son projet culturel. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de discuter ensemble des moyens, des leviers qu'on a à disposition pour trouver de l'argent, tout simplement des ressources, pour mener un projet culturel, quelle que soit sa nature d'ailleurs, à terme. Parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, souvent on est plein d'idées, mais quand il faut les mettre en place, on se rend compte que ça coûte cher. Et on ne sait pas par où commencer pour trouver cet argent. Alors moi, c'est Evan, je suis le président de l'association Phénomène, qui est un bon exemple de structure qui, pour le coup, diversifie un maximum ses rentrées d'argent pour financer des projets. Phénomène, c'est une association qui fait dans l'accompagnement et la diffusion de la création émergente, dans la culture et dans les médias. Donc on est vraiment sur des choses très différentes qui vont de l'événementiel à la création de contenu sur Internet. Je suis aussi le fondateur, on va dire, et dirigeant avec mon ami Hugo, qui est pas très loin d'ici, de la SAS Prismavox, qui est une société d'ingénierie culturelle, et qui va au-delà de l'association pour proposer des services justement en ingénierie culturelle, en administration, en gestion de projet, à des acteurs divers et variés, des structures associatives, des événements et des festivals. Donc moi, je vais essayer de me concentrer là, sur ce petit temps d'échange de 20 minutes, sur les bonnes pratiques et les bons leviers pour aller chercher des financements. Et on va le faire par étapes. Donc l'idée d'abord, c'est de se dire qu'à l'issue de la conférence, on doit avoir quelques outils en tête et quelques leviers en tête pour bien boucler le financement d'un projet. Et la première étape, c'est sans doute la plus facile. Je précise d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont dans la salle, que vous pourrez poser vos questions, mais si ça ne vous embête pas, on le fait à la fin, comme ça vous pourrez avoir une vue d'ensemble de ce que je vais dire, sinon je risque de me répéter. Donc le premier enjeu pour bien financer son projet culturel, et c'est vraiment le plus important, c'est d'abord de définir le projet, de l'écrire, et de voir à partir de ce projet écrit qui va pouvoir répondre en matière de financement aux objectifs. Par exemple, quand on lance un événement culturel, on a tout de suite en tête le public que ça touche, l'enjeu artistique qui est à l'intérieur, le projet artistique, et ça va nous permettre de mettre en face soit des institutionnels, ça peut être des communes, des collectivités, départements, régions, soit des partenaires privés, parfois aussi, qui peuvent avoir un intérêt à financer un projet pour faire de la visibilité, je vais y revenir, ou alors qui peuvent faire du mécénat, parce qu'ils trouvent que le projet est chouette. Ou alors ça peut être encore du soutien en nature, de gens qui peuvent être tout simplement des bénévoles, et aussi surprenant que cela puisse paraître, le bénévolat, c'est vraiment le premier moyen et le meilleur moyen de financer un projet culturel. Et je pense qu'on a des bons exemples dans la salle parce qu'on est tous et toutes bénévoles dans la structure dans laquelle on est. Et ça se valorise, le bénévolat, je vais y revenir, quand vous demandez des subventions, des aides ou du partenariat en nature à des structures. Donc l'idée au départ, c'est vraiment d'avoir une vision claire du projet. Il faut être capable de pitcher le projet. Ça, c'est un truc qui... allez, en 2 minutes, si on vous dit c'est quoi l'événement, c'est quoi le projet, qu'est-ce que vous voulez faire, il faut que vous soyez capable de convaincre, paf, une idée claire, simple, quand, quoi, où, comment, très simplement. Et ça a l'air facile quand on se le dit, mais je suis sûr, faites l'exercice entre vous. L'idée que vous avez, essayez de la mettre en forme, et je ne suis pas certain que spontanément vous soyez capable de pitcher en 2 minutes pour poser le projet et convaincre la personne en face que votre truc est solide et que vous avez déjà en tête la nature de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est vraiment le plus important. L'idée, c'est que vous soyez capable dans ce projet-là de poser mission, vision, valeur. En gros, pourquoi vous existez, pourquoi vous voulez faire ce projet, à quelle problématique, j'allais dire sociétale, ça répond. Par exemple, si vous lancez, on va prendre un exemple concret, un festival dans un quartier, vous allez dire ça répond à un besoin de rapprocher la culture des gens, ça répond à un besoin d'apporter de la culture et de faire de la médiation avec des publics qui ont un accès inégal à la culture par rapport à d'autres. Donc en termes de valeur, vous avez un propos. Et ce propos-là, il va compter quand vous allez le défendre devant des partenaires privés, des partenaires publics, pour trouver l'argent dont vous avez besoin pour le financer. Ce qui va être super intéressant dans cette étape, c'est que vous allez pouvoir poser ce qui rend votre projet original et inédit, donc vraiment utile. Son impact culturel. Quel impact culturel a votre événement, à votre association, à quel public elle sert. Quel impact social, et donc ça va ensemble. Là, on parle souvent des quartiers, il y a des politiques de la ville dans les quartiers qui mettent beaucoup en avant notamment le sport et la culture.
on sait, mais il y a aussi des politiques culturelles en milieu rural, parce qu'on sait que 90% de l'offre culturelle, c'est dans les grandes villes, donc il y a aussi des problématiques dans les milieux ruraux. Donc là, vous avez un propos social. En termes de territoire, quel territoire vous cherchez à toucher? Qui vous couvrez? Et puis ensuite, on peut parler, là on est dans le cadre étudiant, le public étudiant est un public particulier. Donc en termes d'attractivité ou d'originalité sur votre projet, quand vous adressez votre projet à un public étudiant, c'est déjà un levier qu'il faut travailler parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc ça, c'est vraiment la première étape, pitcher son projet. Et si vous voulez, là, on est en train de travailler dessus, mais on va mettre à dispo une fiche pratique, on va dire les 5 grandes étapes pour pitcher son projet, que ça soit le plus clair possible. Nous, ce qu'on fait souvent avec Phénomène, c'est qu'on fait des avant-projets quand on est encore à la phase de réflexion. Et parfois, ces avant-projets, je vais vous expliquer pourquoi, ils sont bien utiles pour défendre des projets qu'on n'a pas encore fini de mettre en place parce que parfois, les commissions ou les dossiers de subvention sont à déposer plus d'1 an avant la réalisation d'un projet. Par exemple, un festival comme Campus ou comme Fréquence, c'est des événements, parfois les dossiers, il faut les déposer 14-15 mois avant la date. Donc on n'a même pas encore passé une édition qu'il faut déjà demander une subvention pour l'édition d'après. Donc on propose un avant-projet. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on veut faire en termes de direction artistique, qui on veut toucher, etc. Voilà pour la première étape. La deuxième étape, c'est d'avoir en tête les sources de financement. Là, spontanément, je ne sais pas, Lucille, si tu veux faire passer le micro, mais est-ce que vous connaissez des sources de financement, on va dire, dans les grands domaines de sources de financement? Ah, Thomas, tu as une idée pour une asso? Pour une asso, je pense aux subventions institutionnelles, Ouais. type la région, le département, voilà. Ouais, subvention. Ça, tout de suite, les associations pensent subvention, ouais. Ça peut être tout ce qui va toucher au mécénat ou au Ouais. sponsoring aussi. Ah bah clairement. Et sachant que c'est pas les mêmes leviers, mais ça peut être les mêmes acteurs. Une autre idée? L'argent propre, la restauration, le bar, la ouais. billetterie. Ouais. C'est le seul argent, on va y revenir, pour lequel vous avez rien besoin de flécher, vous en faites ce que vous voulez. Et ça, c'est important aussi quand on finance un projet. Vous n'avez pas à rendre de compte sur l'argent que vous avez gagné avec vos propres événements. Lucille? C'est pour reprendre. Moi, il y a, par exemple, j'ai un autre exemple de financement auquel on pense pas toujours, mais ça peut être du proposer. Alors, c'est pas péjoratif, mais du service. Par exemple, si vous proposez de l'offre de médiation, de l'offre événementielle, de l'offre technique, ça vous apporter des compétences. Ça peut participer à financer vos actions sur d'autres choses, parce qu'on a tous et toutes des compétences. Prenons l'exemple d'un orchestre au hasard. Si vous proposez une prestation, ça va faire rentrer de l'argent dans vos caisses, ça va financer d'autres projets. Et ça aussi, c'est intéressant en termes de diversification des canaux. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, le don, les campagnes de crowdfunding. Le don, c'est super important. Ça ne va pas permettre de lever des milliards d'euros, mais ça peut vous permettre de collecter les sommes dont vous avez besoin pour financer le fonctionnement de l'asso. Et il y a un dernier aspect qu'on évoque très peu, et qui pourtant peut être bien utile pour là aussi diversifier les ressources. C'est les contributions des membres, les cotisations des membres. Parce que si vous avez une centaine d'adhérents, une dizaine d'euros d'adhésion par an, vous avez déjà un petit budget qui vous permet de financer le fonctionnement de votre asso. Un logiciel, un déplacement, une réunion, un repas entre membres. Et ça aussi, ça fait l'autonomie de votre asso. Si on détaille ces financements-là, je reviens sur les financements publics, parce qu'à chaque fois qu'on parle association, directement, c'est les subventions qui arrivent en tête. Il y en existe plein. Si on se concentre sur les financements étudiants, je pense que vous connaissez tous la CVEC, tous et toutes. Bon, alors ça, c'est un truc qui a été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça finalement. On arrive un peu à saturation parce que les demandes sont tellement montées, les budgets ont diminué. Bon, il y a des arbitrages qui sont de plus en plus compliqués, mais pendant longtemps, ça a été le paradis pour les associations étudiantes, parce qu'il y avait là enfin un fonds qui était fait pour ça, c'est-à-dire qui, en termes de critères, parle de vie de campus, qui parle de social, qui parle de culture, qui parle d'intégration des étudiants, de bien-être. Et donc sur tout un tas de projets qui concernent la culture, il y avait des fonds là qui étaient fléchés et qui servaient à ça. Donc si je reste un tout petit peu sur la CVEC pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on est sur ça s'appelle la contribution vie étudiante et de campus. Vous savez, c'est la somme que vous payez chaque année pour celles et ceux qui ne sont pas boursiers d'inscription. Je crois que c'est une centaine d'euros maintenant, hein, ça a vachement augmenté. Et cette somme-là, l'idée c'était que les universités principalement, mais aussi les Crous, puissent la répartir pour financer des actions qui contribuent au bien-être des étudiants et des étudiantes sur les campus.
Généralement, alors je vais parler pour ce que je connais, donc Crous de Lyon, Lyon-Saint-Étienne, on a plusieurs commissions par an, donc des commissions pour des petites sommes, entre guillemets, je pense que c'est des projets à moins de 5 000 euros et des projets sur des grosses sommes, moins de 3 000 même, et des projets à plus de 3 000, donc qui peuvent aller, finalement il n'y a pas de plafond, et qui sont présentés sur la base de dossiers de subvention qui sont assez techniques à monter. Et on revient au premier point que j'ai évoqué, plus votre projet est posé dès le départ, avec des enjeux, des objectifs, des indicateurs de réussite, plus vous allez pouvoir remplir ce dossier et le défendre devant la commission. Ces commissions-là, elles sont assez techniques aussi parce que déjà c'est très court. Généralement on laisse 5 minutes de présentation et 5-10 minutes d'échange. Et dans ces commissions, vous avez non seulement le Crous et les universités, mais vous avez aussi les collectivités locales, les services jeunesse, les services vie étudiante, qui ont toujours un regard bienveillant sur les projets, mais qui pour autant, vu qu'ils sont nombreuses, ont évidemment un impact sur l'appréciation générale de votre projet. Et plus votre projet est posé, plus il répond à leurs attentes en termes d'objectifs, plus vous avez des chances d'obtenir les financements que vous avez demandés. Une des choses sur lesquelles la CVEC est très attentive, c'est que ça réponde à des besoins pour les étudiants et les étudiantes, que ce soit des projets originaux et que ça ne serve pas à financer du fonctionnement. Donc là, on est bien en train de parler de financement pour des projets. Or, l'une des problématiques, et je vais y revenir pour les assos, on est bien d'accord que c'est le financement du fonctionnement, parce que parfois, on dépense de l'argent et on n'en rentre pas beaucoup pour payer la vie de la structure. La CVEC, vous pouvez demander à la fois votre établissement de référence, pour celles et ceux qui sont dans des universités publiques, je vais y venir, mais vous pouvez aussi le demander au Crous. Donc ce qu'on recommande souvent, c'est faites des demandes aux deux, sachant que dans les statuts, dans les règles d'attribution du Crous, vous ne pouvez pas faire de demande plus importante au Crous que celle que vous faites à votre école ou université. Mais moi, je vous le dis, demandez aux deux, parce que vous aurez deux commissions, vous aurez deux attributions différentes, et ça fait toujours de l'argent supplémentaire pour financer votre projet. Ça, c'est vraiment le premier levier à aller chercher. Ce qui est bien là aussi, en termes de financement, c'est de prendre le temps, avant de déposer le dossier, de rencontrer les gens que vous avez en face et qui vont lire le dossier. Parce que vous allez pouvoir savoir quelles sont leurs attentes. Vous allez pouvoir savoir ce qu'eux, ils veulent en termes de politique culturelle sur le territoire, dans l'école, dans l'université. Est-ce qu'ils veulent mettre l'accent sur le bien-être étudiant? Est-ce qu'ils sont plutôt sur une année où ils veulent encourager le décloisonnement entre les structures et les projets transversaux? Et en ayant ces discussions-là, vous allez aussi pouvoir adapter votre projet, pas le réécrire, l'adapter pour intégrer les aspects qui sont importants en termes de politique publique et qui vont vous permettre de décrocher de l'argent. Je dis un truc tout simple. Par exemple, si l'université dit nous, on a envie d'encourager les projets culturels où plusieurs associations se rencontrent et qui permettent de mettre le pied à l'étrier d'étudiants musiciens, d'étudiants artistes, de faciliter des parcours. Vous allez pouvoir adapter, je prends un exemple, une jam, vous allez pouvoir adapter le projet de la jam que vous organisez pour qu'il soit financé par la CVEC en proposant des décrochages dans l'université, en proposant un petit peu de médiation autour, en proposant des rencontres avec des artistes et en proposant, je dis n'importe quoi, qu'à l'issue de la jam, un projet de musiciens se forme et que ce projet-là puisse donner lieu à un concert au sein de l'université pour le public de l'université. Et là, vous cochez plein de cases qui sont importantes pour l'université et qui justifient qu'elle vous accorde une subvention. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est de toujours discuter, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, sur les objectifs de votre projet avec la personne qui va l'évaluer. Parce que vous allez déterminer avec lui les bons indicateurs. Si vous dites on veut qu'il y ait 1000 personnes et que vous faites que 20 personnes, ça va être un problème dans l'attribution de la subvention. Si vous dites que vous voulez toucher 500 personnes mais que ce ne sont pas des étudiants ou des étudiantes automatiquement, ça ne va pas plaire à votre financeur qui, lui, ce qui l'intéresse, et ce sont les règles, c'est que vous touchez des étudiants et des étudiantes. Donc ça, c'est super important. Les commissions CVEC, il y en a au moins une par... il y en a 2 par an, une par semestre pour les grands projets de plus de 3 000 €, et sinon il y en a une par mois de septembre à juin pour les projets de moins de 3 000 €. Dans les universités, ça dépend des universités, il faut se renseigner. Mais ça, c'est des financements auxquels vous avez droit à partir du moment où vous êtes considéré comme une asso étudiante. Et je le précise tout de suite, avant que la question ne vienne, il n'existe pas de loi pour définir ce qu'est une association étudiante en France. Il n'y a pas de règle. Ça n'existe pas aux yeux de la loi. Donc chaque collectivité, chaque université a ses propres critères d'appréciation.
Le Crous, par exemple, peut accorder des subventions vie étudiante, même à des assos qui ne sont pas des assos étudiantes, à partir du moment où leur projet est au service de la vie étudiante. Les universités, souvent, demandent que l'association soit hébergée par l'université et qu'il y ait au moins 3 personnes du bureau qui soient des étudiants de l'université en question. Voilà. Il y a des critères comme ça. Ensuite, si je continue sur le volet subventions et les autres, je vais passer un peu plus vite, mais vous avez différents échelons qui peuvent correspondre à vos besoins. Vous avez la commune, bien sûr. La commune a un service vie étudiante la plupart du temps. Les communes qui ont des universités, elles ont toujours un service vie étudiante. Il y a plein de subventions qui existent. À Lyon, il y a la PIE, par exemple, qui est quand même bien pratique. Alors c'est pareil, les budgets sont pas énormes. Je crois qu'ils ont 35 000 € et qu'en général, ils reçoivent une bonne trentaine de projets. Donc pour vous dire, ça ne fait plus grand-chose une fois que c'est réparti. Pardon ? C'est 3 000 max, ouais, ils ont revu. Donc c'est pas des sommes dingues, mais ça peut permettre de financer des projets. À Saint-Étienne, il y a un dispositif qui s'appelle ID Jeunes, par exemple, qui est assez bienveillant là aussi, qui est mis en place par la direction jeunesse. C'est des bourses de 1 500 € maximum par projet. Et ça existe dans la plupart des communes des universités. Il y a le département, il y a la région, et il y a un dernier levier auquel on ne pense pas toujours, qui est le levier État, puisqu'il existe des subventions, notamment une qui est vraiment utile pour les assos. Je ne sais pas si vous connaissez les subventions FDVA, financement de la vie associative. Donc là, il y en a 2, il y a formation des bénévoles et fonctionnement global. Fonctionnement global est plutôt réservé aux petites structures et moins aux assos étudiantes. En revanche, formation des bénévoles, ça, on peut vraiment avoir des financements qui peuvent aller jusqu'à 10 000 € par an, voire plus. Je ne sais plus combien c'est plafonné par formation, mais il y a des plafonds par formation et vous pouvez demander 3, 4, 5 formations avec plusieurs sessions. Des thématiques par exemple, gestion d'un projet culturel, accompagnement des artistes, mise en place d'un événement. Le FDVA est vachement attaché notamment aux formations qui sont mutualisées par plusieurs associations. Donc ça peut être intéressant aussi de demander des subventions qui vont servir à plusieurs assos. Le FDVA finance des formations. Après, vous êtes libre d'utiliser l'argent pour payer des repas, pour payer des intervenants, pour louer du matériel, pour louer des salles. Ce qui compte, c'est comment vous justifiez qu'est mise en œuvre la formation. Ça peut être de la formation pair à pair, ça peut être de la formation avec d'autres assos. Il peut y avoir des intervenants rémunérés, des intervenants bénévoles. Et ça, c'est vraiment un moyen de financer votre fonctionnement aussi. J'insiste sur la relation. Ça, c'est vraiment super important. Il est très peu probable de toucher des subventions sur des événements, sur des demandes pour lesquelles on ne connaît pas les interlocuteurs en face, parce qu'ils sont toujours méfiants, ils reçoivent beaucoup de dossiers, et ils ont besoin de comprendre et de connaître les tenants et les aboutissants d'un projet. Prenez des rendez-vous. Prenez le temps d'aller voir les gens, de discuter, de leur présenter ce que vous faites. Ils sont ravis, parce que déjà, ils découvrent l'association, ils voient les têtes qui les portent. Ils peuvent vous poser des questions. Ça peut vous aussi vous aider à améliorer vos dossiers. Faites-vous accompagner là-dessus. Les gens qui reçoivent vos dossiers sont volontaires pour vous accompagner à les monter aussi. Et puis, vous avez aussi un service au sein des universités, le service vie étudiante, qui peut vous aider à monter les dossiers. Donc ça, c'est super important en termes d'accompagnement. En termes d'outils, là-dessus, moi, je vous invite fortement à prendre une chose qui est très simple. Faites-vous un tableau de suivi tous les ans avec des dates butoirs, des échéances, pour ne pas louper les dates de dépôt de dossier. Ça, c'est vraiment super important. Il y a des demandes tous les trimestres, tous les mois. Il y a des choses qui s'anticipent vraiment beaucoup. Par exemple, le FDVA, ça se terminait début février, les demandes. Le Crous, je crois que la prochaine session en Crous de Lyon, ça doit être juin peut-être, juste avant l'été, ou mai ou juin. Et ça s'anticipe vraiment longtemps à l'avance. Je viens maintenant sur la partie financement privé. Alors, est-ce que vous voyez la différence entre mécénat et sponsoring ? Ouais, par contre, il faut un micro. Je sais pas si... passer le micro. Sponsoring, on attend quelque chose en retour, Ouais. on attend une visibilité ou quelque chose. Mécénat, c'est des dons où il n'y a pas notre nom normalement dessus. C'est vraiment un don. Ouais, en fait c'est ça. Le sponsoring, c'est comme le parrainage, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est presque de l'achat d'espace publicitaire, on achète de la visibilité. Donc ça peut intéresser des entreprises qui mettent de l'argent sur votre événement ou de s'associer à votre association. La plupart du temps, les entreprises vont plutôt faire du mécénat pour ce qui concerne les assos étudiantes, c'est-à-dire que ça va plus être désintéressé entre guillemets, à ceci près que le mécénat permet quand même quelques contreparties qui ne doivent pas dépasser, je crois que c'est 15 ou 20% du montant du don.
Donc vous pouvez pas, par exemple, si une entreprise vous donne 1 000 €, vous pouvez pas avoir 1 000 € d'équivalence en contrepartie. Vous devez vous arrêter à 150 ou 200 €. Mais ça peut être un logo sur une affiche, ça peut être une place à votre festival, ça peut être un espace VIP sur un événement. Je dis n'importe quoi. Ça se fait en mécénat. Le mécénat aussi pour une entreprise, c'est intéressant. C'est 60% de déduction sur leurs impôts sur les sociétés. Donc une entreprise qui vous donne 1 000 € et qui paye de l'impôt, en fait, ça va lui coûter 400 € maximum. Le reste, l'État va le déduire de ce que l'entreprise doit en impôts. Donc c'est comme si l'État payait la différence. Donc ça, c'est intéressant et c'est vraiment des leviers qu'il faut travailler. Je vais vous dire un truc qu'on n'entend pas souvent dans les conférences ou sur les tutoriels, mais le mécénat, le plus facile, c'est quand même les réseaux des proches. Les entreprises sont fortement sollicitées. Sur une asso étudiante, les entreprises ont rarement des intérêts énormes à donner de l'argent. En revanche, quand vous avez dans vos réseaux de proches, des amis, des connaissances, des amis de la famille, une entreprise, une grosse entreprise, un chèque de 1 000 €, c'est pas grand-chose en fait. Une fois que c'est passé en mécénat, pour un particulier, 1 000 €, c'est juste hallucinant. Ça ne vous arrivera quasiment jamais dans votre vie qu'un particulier vous donne 1 000 €. Moi, perso, ça m'est jamais arrivé sur Phénomène. Donc, sur les échelles, ce ne sont pas les mêmes. Si vous connaissez des patrons d'entreprise, c'est quelque chose qu'ils font. C'est souvent dans leur RSE, responsabilité sociale des entreprises. C'est valoriser, c'est encourager. Soutenir des associations culturelles étudiantes, c'est noble. Et ça se fait de plus en plus, le mécénat. Et il y a vraiment des acteurs privés prennent le relais des baisses de subventions publiques, donc je vous encourage aussi à explorer cet aspect-là. Sponsoring, j'en ai parlé, c'est plus compliqué. Sponsoring sur des événements, des gros événements où des marques peuvent avoir intérêt à s'associer à vous. Mais là, il n'y aura pas de déduction fiscale. On vous donne de l'argent en échange de visibilité. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de choisir des partenaires qui sont en lien avec votre activité. Le problème, c'est que dans nos milieux de la culture, c'est pas le milieu qui rapporte le plus. Une fois que vous aurez demandé dans le milieu musical un partenariat avec un magasin de musique, dans le milieu des livres, un partenariat avec une librairie, vous aurez fait le tour et c'est pas les magasins qui auront le plus de moyens à mettre sur votre événement. Donc, qui on a comme acteur? Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, dans les banques, le Crédit Mutuel est un gros financeur de la culture, y compris pour les assos étudiantes. Ça peut être le Crédit Agricole aussi qui finance beaucoup. Il y en a sans doute d'autres, mais là, spontanément, je pense à ça. Il y a la Fondation SNCF, il y a la Fondation de France pour le palier du dessus. Mais allez voir votre banque. Votre banque peut faire quelque chose. Même si c'est parfois en nature, c'est tout bête. Le Crédit Mutuel, des fois, va donner du matériel. Mais après tout, des gourdes, des éco-cups, des sacs, des choses à distribuer qui peuvent être utiles, c'est toujours ça de prix, dans un premier temps. Et puis après, on peut parler financement avec ces acteurs-là aussi. L'autofinancement, on en a parlé tout à l'heure. C'est quand même le levier le plus simple. C'est le seul argent sur lequel vous n'aurez pas de compte à rendre. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de subventions. Une fois que le projet est fini, il faut vous rendre des comptes. Comment a été utilisé l'argent? Où sont les factures? Pourquoi? Est-ce que vous avez répondu aux obligations que vous aviez posées dans le projet et qu'on a mis dans la convention? Parce qu'évidemment, tout est conventionné, donc c'est compliqué. Ça fait un boulot de gestion qui est assez énorme. Quand vous faites une billetterie et que vous encaissez de l'argent, cet argent, vous devez de compte à personne puisque c'est l'argent que vous avez gagné avec vos projets. Billetterie, bar, ça peut être des petites opérations. Je sais que pendant longtemps, il y avait des tombolas, il y avait des ventes de crêpes, je dis n'importe quoi, des choses qui permettent de faire rentrer un peu d'argent. Alors ouais, ça fait pas rêver comme ça de dire on va faire des crêpes, mais si derrière ça fait rentrer 500 € et que c'est les 500 € qui vous manquent pour financer tel ou tel projet, c'est super en fait. Vous allez rendre de compte à personne. Les goodies, c'est pas mal aussi. Ce que font souvent les BDE et qui est très peu repris par les assos étudiantes culturelles hors BDE, c'est par exemple tout le monde va commander son t-shirt et puis l'asso marge 5 € par t-shirt. Et s'il y a 50 t-shirts de commandés pour les adhérents, ça fait 50 fois 5 € et vous faites rentrer de l'argent dans les caisses comme ça. J'ai parlé tout à l'heure des adhésions, c'est un truc à pas négliger. Je sais pas si dans vos associations il y a un système d'adhésion ou pas. Ouais, pas forcément. Ça c'est bien. Alors déjà l'adhésion c'est chouette parce qu'en matière d'engagement, quand quelqu'un rejoint l'asso, il y a un acte d'engagement. Je rejoins officiellement l'asso, j'apporte ma petite contribution, 5, 10, 20... Les assos étudiantes, c'est rarement plus de 20. Je ne sais pas combien c'est chez vous, mais 5 €, voilà. C'est un acte d'engagement. Et puis en plus, cet argent-là aussi, c'est pareil, il n'est pas fléché. Et en plus, il est déductible d'impôts. Donc parfois, des gens qui veulent vous soutenir et qui n'ont pas envie de s'engager plus qu'au-delà de l'adhésion, ils peuvent donner une adhésion, 50, 60 € d'adhésion. Le geste d'adhérer, de soutenir votre projet, et c'est déduit de leur impôt.
Qu'est-ce que je n'ai pas évoqué encore ? Alors, la prestat de service, c'est très peu évoqué par les assos, mais ça se fait de plus en plus. Alors, la prestat de service, ça peut être dans vos compétences. Par exemple, chez Phénomène, on sait faire un petit peu de technique, on sait faire un peu de médiation, d'atelier, d'animation. On le propose et on va facturer l'intervention d'un bénévole au bénéfice de l'association. Ça aussi, c'est un truc, c'est facile à mettre en place. Par exemple, chez Phénomène, pendant longtemps, on animait des ateliers création de fake news à destination de public, notamment à Lyon, on l'a fait à Sport dans la ville. Et ces ateliers-là, on le faisait bénévolement. Enfin, moi, je le faisais bénévolement, d'autres le faisaient bénévolement. Mais la structure d'accueil, elle payait pour cette prestation et ça faisait un peu d'argent pour la structure. En termes de technique aussi, c'est tout à fait possible. Organiser un concert, venir en soutien technique d'un événement, ça on l'a fait. Ça fait rentrer un petit peu d'argent et c'est de l'argent qu'on va réinvestir dans nos projets. Ensuite, il y a le levier dons et financement participatif. Bon, évidemment, le financement participatif, tout le monde en parle et c'est très compliqué à mettre en place parce que tout le monde en fait. Donc là, il y a vraiment plein d'étapes dans lesquelles je ne rentrerai pas là pour performer en matière de financement participatif, notamment l'originalité, notamment les étapes, les contreparties, le fait d'embarquer les gens. Moi, j'ai un collègue, il y a quelques mois, années, il a lancé un magazine qui est presque un livre et il a réussi à lever 20 000 € sur son opération de financement participatif, mais le projet était trop chouette. Il l'a super bien mis en place, mis en scène, il allait tourner des vidéos où il faisait parler des habitants qu'il allait mettre en valeur dans cette revue-là. Il a fait parler des journalistes et des photographes qui allaient intervenir et ça a embarqué les gens. Et en plus, là où il a été très fort, c'est qu'il a pensé tout de suite l'étape d'après. Il a fait un financement participatif où on donnait de l'argent, entre guillemets, sans contrepartie. Mais il l'a demandé aux gens comme une avance pour le premier numéro d'abonnement qui arrivait 1 an plus tard. C'est-à-dire que les gens qui ont donné de l'argent à ce moment-là ont en fait précommandé la revue qui sortait 1 an plus tard. Et donc pour des événements, on peut tout à fait imaginer que le système de crowdfunding, c'est des préventes à un événement, avec des places bien placées, avec pourquoi pas une boisson à l'intérieur, un repas, je dis n'importe quoi, où en fait ça va permettre de faire l'argent nécessaire pour lancer une édition d'un événement qui, sans tête d'affiche, va pas être suffisamment attractif pour faire des préventes simplement. Ce qui va aussi embarquer les gens, c'est le fait de soutenir une initiative qui va voir le jour. Et donc là, vous avez et le truc qui donne envie, et la contrepartie qui va arriver beaucoup plus tard pour les gens qui auront soutenu l'événement. Évidemment, là, je ne vais pas vous mentir, sur ces opérations-là, y compris sur du don, c'est vos réseaux, c'est votre communauté, c'est les gens de vos structures qui vont aller démarcher aux potes, aux parents, aux amis de la famille, parce que ce sont eux les vrais donateurs. Nous, on est bien placé pour le savoir. On fait une opération de financement participatif 1 fois par an chez Phénomène pour essayer de lever entre 2 et 5 000 €. C'est uniquement des proches des bénévoles, nos réseaux. Parfois plus surprenant, des anciens participants à des événements qui vont soutenir nos actions parce qu'ils pensent qu'elles sont utiles pour la culture, pour la création émergente. J'ai fait un peu le tour sur les principaux leviers. Juste quelques erreurs à éviter, comme ça on l'a en tête. Il faut vraiment faire des calendriers. Parce que généralement, quand on va chercher des financements, c'est long, voire très long, voire très 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 long. Et quand on n'anticipe pas, c'est mort. Si vous vous dites maintenant, j'ai un événement dans 2 mois et je vais faire des demandes de subvention, c'est mort en fait. Faites-les déjà pour l'année d'après, parce que les délais d'instruction peuvent être très longs. Alors, encore une fois, ça se regarde. Une collectivité a des délais d'appréciation qui sont souvent de plus d'1 an. Par exemple, si votre festival a lieu au mois de novembre, vous pouvez être certain que le dossier de subvention, il faut le déposer fin août, début septembre pour l'année suivante. Donc, il faut déposer votre dossier 14 ou 15 mois avant votre événement. En revanche, pour le Crous ou une université, ça peut être 2 mois de délai, 1-2 mois. Pour un mécène, les délais, c'est plutôt... Alors, les mécènes vont commencer à regarder les enveloppes de mécénat qu'ils ont à disposition quand ils font leur budget, donc on va dire à partir du mois de novembre de l'année d'avant. Donc, pour un projet en 2025, il faut commencer à s'interroger sur le mécénat, on va dire décembre 2024, novembre, décembre, janvier maximum. C'est à ce moment-là que ça se pense. Pour tout le reste, les choses où vous êtes autonome, y compris le don, ça peut se faire à tous les moments de l'année. Seulement, il y a une réalité aussi en matière de dons, les gens font 50% des dons au mois de décembre. Ça paraît surprenant parce que souvent les gens disent « Ah mais au mois de décembre on n'a pas de pouvoir d'achat ». Mais en fait, les gens qui font des dons sont souvent des gens qui payent de l'impôt et donc ils font les dons avant le 31 décembre pour pouvoir faire déduire de leur impôt l'année suivante. Donc le mois de décembre, c'est le mois du don en France. C'est pour ça qu'au mois de décembre, vous avez le Téléthon, le site d'action, plein d'événements comme ça. Ça marche aussi pour les assos culturels.
Et peut-être que vous vous êtes jamais posé la question, mais je pense que vous êtes toutes et tous éligibles avec votre association à la déduction fiscale, parce que vous êtes toutes et tous, en vertu des critères qu'il y a dans vos statuts, d'intérêt général. Vous n'êtes pas obligé de demander un rescrit fiscal pour émettre des reçus fiscaux. Les reçus fiscaux, c'est ce qui permet à vos donateurs de déduire de leur impôt. Il suffit simplement que vous respectiez 3 critères. Premier critère, c'est la gestion désintéressée. Donc gestion désintéressée, c'est le fait que vous ne faites pas de bénéfices. Le deuxième critère, c'est être d'intérêt général et pour être... c'est l'intérêt général. Mais pour être d'intérêt général, il faut être une association culturelle, sportive, à but social. Vous ne pouvez pas être une association de défense et de promotion de Hugo François, chef de projet du festival Phénomène Fréquence et de financement de ses vêtements. Ça, ce n'est pas d'intérêt général. Mais comme vous pouvez le voir, on est toutes et tous d'intérêt général sur des projets culturels pour les étudiants. Et troisième critère, c'est le fonctionnement démocratique. Voilà, et puis gestion non lucrative, évidemment, ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous respectez ces 3 critères, vous êtes d'intérêt général, vous avez le droit de faire déduire, de proposer d'émettre des reçus fiscaux aux entreprises et aux particuliers qui vous font des dons. Et ça, c'est intéressant parce que quand un donateur particulier va vous faire un don de 100 €, il va pouvoir récupérer 66% sur son impôt. Pour faire très simple, si quelqu'un paye de l'impôt et qui donne 100 €, l'administration fiscale va déduire 66 € de ce qu'il devra aux impôts l'année suivante, voire va lui les rembourser puisque maintenant il y a le prélèvement à la source. Donc au mois de janvier, tous les ans, les gens qui font des dons, l'administration fiscale leur fait un virement sur leur compte à la fin du mois en vertu des dons qu'ils ont fait l'année d'avant. C'est une anticipation. Donc vous voyez, ça matérialise aussi pour les gens qui donnent au mois de décembre. Le mois suivant, on leur rembourse ce qu'ils vous ont donné, une partie de ce qu'ils vous ont donné. Une autre erreur, sous-estimer le temps de préparation et de suivi administratif. C'est super long. Je pense que celles et ceux qui sont à la tête d'assaut le savent. C'est parfois épouvantable. Les collectivités ne se rendent pas compte du boulot que ça demande de monter des dossiers de sub. Parce que souvent, ils demandent un dossier de dépôt, un dossier bilan, et parfois certaines collectivités ont la perversité de rajouter un dossier intermédiaire à mi-projet. Donc il y a un suivi qui est monstrueux. Il vous faut toutes les factures, la plupart du temps. Il vous faut un bilan avec des indicateurs. Chaque bilan est différent. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire un bilan et l'envoyer le même à tout le monde. Vous devez remplir leur modèle avec leur formulaire, avec leurs indicateurs, tout en sachant que les dossiers que vous allez monter, que ce soit pour le Crous ou pour le département, ils ne vont pas tous se ressembler. Il va y avoir des différences. Vous n'allez même pas donner le même budget prévisionnel à tous parce que vous allez être à des étapes différentes de votre projet, donc vous allez l'ajuster. Donc, je le répète, en termes de points importants, faites-vous accompagner. Ça peut être par d'autres assos qui ont plus d'expérience. Ça peut être, je pense à AnimaFac par exemple, qui a la spécialité d'accompagner des assos étudiantes. Ça peut être par les services vie étudiante de vos universités. Ça peut être par les directions jeunesse des communes. À Lyon, il y a Lyon Campus qui a un service dédié. Ils sont là pour ça, pour accompagner dans le montage des dossiers. Et puis aussi le truc important, ayez les bons outils. Je pense que si vous devez retenir 3 outils, l'avant-projet c'est bien, qui pose les grandes bases, les grandes lignes avant que votre projet soit fini. Un projet fini, une fois que c'est prêt, avec les grandes étapes, dedans il y a le calendrier, le public cible, les indicateurs. Un budget prévisionnel que vous faites évoluer au fur et à mesure que se rapproche votre événement. Et normalement, si tout va bien, votre budget prévisionnel à la veille de votre événement, il est presque à l'euro près, parce que vous ne devez plus avoir trop de surprises. Mais on est bien d'accord qu'un an avant, votre budget prévisionnel, il ne ressemble pas au budget qui sera fait. Notamment parce que vous allez monter un budget en demandant 60 000 € de subvention et que vous allez avoir que 600 €. Ça peut arriver, ça. Voilà, dans les grandes lignes. Donc, en termes d'outils, c'est à peu près ce qu'il faut retenir. Le budget prévisionnel, il y a plein de modèles sur Internet. Je vous encourage vivement à aller voir les ressources qui sont données sur le quartier par AnimaFac. Il y a plein d'outils tout prêts à l'emploi que vous pouvez télécharger. Apprendre à monter un budget prévisionnel, ça peut vous servir même si vous ne faites pas de dossier de subvention. Si vous n'avez juste pas envie de vous retrouver à ne pas pouvoir payer vos factures à la fin d'un projet, faites un budget prévisionnel, tenez-le, c'est super important. Et puis un tableau de suivi des financements, c'est bien. Un tableau Excel, un tableau sur Google Sheet, peu importe. Les dates butoirs, où est-ce que vous en êtes dans le dépôt? Est-ce que l'argent que vous avez obtenu vous a été versé ou pas? Est-ce que vous avez envoyé le bilan? Parce que je vous assure que ça, en termes de crédibilité et de confiance, quand vous demandez de l'argent à des collectivités ou des institutionnels, ils ont envie de savoir qu'il va y avoir un rendu et vous allez leur rendre des comptes. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que ça vous évoque des choses? Non?
Bah, j'ai fait le tour. 20 minutes. Merci.